Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la participation en pratique. Je pense qu'au nom de l'ensemble des salariés, des professionnels de Promotion Santé Grand Est, je vous souhaite donc la bienvenue. Je voulais simplement, pour commencer, vous demander si possible de couper vos micros. Lorsque vous souhaitez prendre la parole, c'est pour cadrer les interventions plus tard. Si vous souhaitez prendre la parole, vous avez normalement un petit onglet écrit lever la main, donc qui vous permet de nous indiquer que vous souhaitez prendre la parole. Ensuite, on pourra vous la distribuer à ce moment-là. On a des temps d'échange qui sont prévus dans le courant de notre présentation. Et je vous informe également que ce webinaire sera enregistré afin de pouvoir être partagé, soit aux personnes qui nous l'ont demandé, qui n'ont pas pu être présentes, et puis sur nos différents réseaux. Je vais, pour commencer et pour introduire ce webinaire, donner la parole à Marie Persiani, notre directrice générale chez Promotion Santé Grand Est. Merci Julien. Et donc bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire autour de la participation des populations et puis de vous voir aussi si nombreux et nombreuses. Je salue notamment la participation des partenaires que j'ai pu repérer, que ce soit donc des partenaires institutionnels avec l'Agence régionale de santé, siège, délégation territoriale, certains conseils départementaux, l'éducation nationale, la protection judiciaire de la jeunesse, des collectivités locales, des porteurs de projets, notamment associatifs, et puis aussi des collègues du réseau de la Fédération Promotion Santé. Euh, Promotion Santé Grand Est est engagée via son axe partage et application de connaissances dans les capitalisations et plus largement dans la production et la reconnaissance des savoirs d'expérience des acteurs et des populations, que ce soit sur la participation, ce qui nous réunit aujourd'hui, euh, l'axe qu'on appelle dans la promotion de la santé l'action communautaire, ou les stratégies plus politiques ou environnementales, et puis également ce qu'on appelle la réorientation des services de santé offerts par les acteurs, c'est-à-dire dans un sens plus favorable à la santé des populations qui les accompagnent. Alors, le travail qui va vous être présenté aujourd'hui a été rendu possible grâce au soutien financier de l'Agence régionale de santé et je les remercie vivement pour leur souplesse et notamment d'avoir accepté qu'on réalise ce projet sur plusieurs années, puisqu'il s'est déroulé de 2022 à 2024, ce qui était un peu plus long que ce qui était prévu au départ, mais effectivement, ça a été un travail d'envergure. Et puis peut-être situer aussi que pour Promotion Santé, en dehors des capitalisations, nous sommes aussi très engagés donc, sur la production de revues de littérature, notamment les dernières en date concernant par exemple la santé des jeunes en insertion ou la santé environnement ou encore la bientraitance des personnes âgées. Donc le champ est vaste. Nous sommes également organismes de formation. Nous accompagnons aussi méthodologiquement acteurs, décideurs dans leurs projets, dans leur politique de santé. Nous proposons aussi des expérimentations via notre axe programme et puis via nos centres de ressources en matière de documentation. Nous outillons aussi acteurs et décideurs donc via ces centres de ressources dans chaque département. Nous espérons aussi que les travaux de ce jour donneront lieu à d'autres perspectives et que ce soit par exemple des ateliers sur des ressources en documentation, des formations, des journées d'échange. Voilà, tout ça, ce sera peut-être à voir dans un second temps. En tout cas, pour ce qui nous concerne cet après-midi, donc au programme, Promotion Santé reviendra sur la démarche de capitalisation qui a donc été réalisée en Grand Est. Puis la Société française de santé publique nous présentera ce qu'est la démarche de capitalisation et le portail national CAPS. Ensuite, donc, les porteurs des 5 projets capitalisés présenteront leur action. Donc, l'association APDI Alsace pour son projet de commission de recrutement participative, la Maison Sport Santé Nord-Alsace sur un jardin participatif, l'Union départementale des associations familiales, donc l'UDAF, de Haute-Marne sur un dispositif participatif de paire et danse. Et enfin, le centre hospitalier de Roufac dans le Haut-Rhin concernant un contrat social multipartite. Et enfin, l'association Accueil et réinsertion sociale, l'ARS,
en Meurthe-et-Moselle, nous parlera du village de l'insertion. Nous consacrerons ensuite une vingtaine de minutes à l'analyse de ces capitalisations, de ces 5 capitalisations, et aux enseignements pratiques que nous pouvons tirer de ces projets en croisant avec les données issues de la littérature scientifique. Puis, dans les 5 dernières minutes, on essaiera de clore ce webinaire et donc, comme je l'indiquais, essayer de définir des perspectives possibles à ces travaux. Voilà, je donne maintenant la parole à Émilie Ferriel, qui est responsable de l'axe PAC, donc à Promotion Santé Grand Est. Et puis, je nous souhaite collectivement un bon webinaire. Merci. Merci Marie. Donc bonjour à tous. Je suis donc Émilie Ferriel, je suis chargée de projet à Promotion Santé Grand Est et j'ai réalisé avec mes collègues Julien Aimé et Colline Barbet cette capitalisation des expériences autour de la notion de participation dont je vais vous présenter quelques aspects méthodologiques et vous apporter certains éléments de contexte. Donc tout d'abord, pourquoi nous nous sommes intéressés à la participation? Eh bien parce que c'est une notion qui occupe une place grandissante dans les politiques publiques et notamment dans le champ de la santé et de l'action sociale, avec pour exemple le développement des outils de la démocratie sanitaire dans les années 2000, mais aussi parce que c'est une notion qui est de plus en plus considérée par les acteurs de la politique publique régionale et à un niveau local comme un critère de qualité dans la mise en œuvre des dispositifs de santé publique et dans la mise en œuvre de projets dans le champ de la promotion de la santé. Ce qu'on observe par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, dans la mise en œuvre des PRAPS, donc dans des programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins. Par ailleurs, c'est aussi une notion qui a acquis un intérêt plus large dans le champ de la promotion de la santé et qui est considérée par certains auteurs et par les partisans de cette approche comme une méthode efficace pour atteindre une meilleure santé et pour réduire les inégalités sociales de santé. Donc, cette approche-là, elle rejoint la définition de la participation par l'Organisation mondiale de la santé, selon laquelle la participation, c'est un processus qui va permettre au public, aux populations, d'être impliquées de manière active et véritable dans la définition des décisions qui les concernent. Donc, ce qui est entendu dans cette définition-là, c'est que c'est un processus qui vise à donner plus de pouvoir aux populations et donc à opérer un rééquilibrage des pouvoirs. Alors, ceci étant dit, dans la pratique et dans les formes concrètes de la participation, on peut observer différentes formes de la participation et aussi différents niveaux d'intensité. Donc nous, pour cadrer un petit peu cette notion-là de participation, on s'est référé aux échelles de la participation existante et notamment à l'échelle construite par l'IREPS Bretagne qui s'est inspirée de différentes échelles issues de la littérature, qui montre que la participation dans les projets et les politiques peut aller de niveaux plutôt faibles, comme de la simple consultation des personnes, à des niveaux très hauts qui peuvent aller jusqu'à l'autonomisation complète des prises de décision par les citoyens. Et ces échelles, c'est une façon de montrer déjà que la participation ne veut pas toujours dire la même chose selon la façon dont elle est appliquée. Donc, on constate différentes réalités pratiques de la participation qui étaient peu documentées dans des études en sciences sociales basées sur des études empiriques. Ce qui nous intéressait également, c'est que la littérature, elle pointe certaines limites des dispositifs participatifs quand ils sont initiés par d'autres acteurs que la population elle-même, et notamment par les pouvoirs publics, avec par exemple des auteurs qui montrent que dans certaines politiques, la participation peut devenir une injonction avec des formes de participation alibi, donc c'est-à-dire avec une certaine instrumentalisation de cette participation en vue de légitimer l'action publique. Donc ça, c'est un peu des travaux critiques et qui montrent des logiques plutôt descendantes. Il existe aussi des travaux qui montrent que ce sont souvent les catégories sociales les plus favorisées qui ont le plus facilement accès aux dispositifs et aux instances participatives. Donc finalement, des dispositifs qui vont un petit peu reproduire des inégalités sociales alors que la participation est censée les réduire. Donc au regard de ces éléments, et de façon assez modeste, parce que là, je viens
de parler de problématiques assez larges, nous avons proposé de réaliser une capitalisation donc, des expériences sur cette notion de la participation, qui, comme l'a indiqué Marie Persiani, a été soutenue et financée par l'ARS Grand Est dans le cadre de notre CEPOM. Et donc l'objectif, c'était d'apporter des éléments sur les modalités pratiques de la participation et de comprendre qu'est-ce que ça signifie concrètement de participer, comment faire pour atteindre des hauts niveaux de participation, quels sont les freins et les leviers auxquels sont confrontés les acteurs sur le terrain. Et puis l'idée, c'était aussi d'apporter certains éléments de recommandation en croisant ces résultats avec des éléments de littérature à destination des décideurs et des porteurs de projets. Donc pour ce faire, nous avons réalisé un appel à contribution auprès de porteurs de projets en Grand Est, avec la définition de critères d'inclusion et d'exclusion, donc à des fins d'études, définis à partir de la littérature. Donc, nous avons mobilisé la littérature scientifique, mais aussi des travaux qui avaient déjà été réalisés sur la participation au sein de notre réseau associatif, donc pour venir aussi en complémentarité de ces travaux-là. Et parmi ces critères, l'idée, c'était de retenir des projets qui se situaient au-delà des niveaux de la consultation et de l'information des publics. Le périmètre qu'on a retenu, c'est un périmètre assez large. Donc, on est vraiment sur la notion de projet dans les secteurs du social, du sanitaire et du médico-social. L'idée d'ouvrir large, c'était de pouvoir identifier des points de convergence ou des spécificités sur les démarches participatives dans des projets variés de nature différente. Donc, on a eu une vingtaine de porteurs qui ont répondu à l'appel. Donc, il était décidé que la capitalisation porterait sur 5 projets. Donc, nous avons sélectionné 5 projets et réalisé 5 fiches de capitalisation. Ainsi, donc, une analyse transversale à partir de ces fiches qui, comme je le disais, apporte certaines recommandations en plus des enseignements à destination des financeurs et des porteurs de projets. Et l'ensemble de ces documents va être mis bientôt en ligne sur le site internet de Promotion Santé Grand Est. Et l'idée, ce sera aussi de les publier sur le portail national de la capitalisation avec l'accord des porteurs, donc le portail CAPS, pour valoriser ces travaux. Donc aujourd'hui, l'ensemble des projets capitalisés a répondu présent pour vous présenter leur démarche participative. Donc on les remercie beaucoup de cela et de leur participation. Et avant de leur donner la parole, comme l'indiquait Marie, je vais donner la parole à Timothée Delécluse, qui va présenter un peu ce qu'est la capitalisation et son contexte national. Donc Timothée est chef de projet à la Société française de santé publique, qui est engagé, ainsi que notre fédération nationale, donc Fédération Promotion Santé, dans le groupe de travail CAPS, donc le groupe national, qui a pour objectif le déploiement des capitalisations des expériences en promotion de la santé. Donc, merci beaucoup Timothée d'avoir répondu présent. Et alors donc on te laisse la parole. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez ma présentation? C'est en cours, c'est en train de s'afficher a priori, c'est tout bon. C'est en train de s'afficher. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Eh bien oui. Super, ben, du coup, merci beaucoup. Merci à l'IREPS Grand Est de m'avoir convié. Merci à toutes et tous d'être présents et présentes aujourd'hui. Donc, en effet, moi, je suis donc Timothée Delécluse, chef de projet à la Société française de santé publique, qui est une association à l'échelle nationale qui fédère les acteurs de la santé publique, et on travaille sur la démarche de capitalisation des expériences, la démarche CAPS en collaboration avec la Fédération Promotion Santé, et puis plein d'autres acteurs. Donc là, l'idée dans ces 10 prochaines minutes, c'est de vous expliquer en effet d'où vient la capitalisation des expériences dans le champ de la prévention et promotion de la santé, et puis de vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes ce qu'il en est, et puis les outils qui sont mobilisables aussi au niveau national pour éclairer des pratiques que vous pouvez avoir dans vos territoires. Alors, hop, je vais essayer de passer à la dia suivante. Est-ce que c'est en mode présentation? Oui, et ça passe. Est-ce que ça vient de passer, là, la présentation? Ça marche? Vous voyez passer à la dia suivante? Non? Pour l'instant, on est sur la première, oui.
toujours sur la première. Tac. Voilà. Là, c'est mieux? Très bien. Voilà, Ça mais donc marche. du coup, le contexte de la démarche au niveau national, c'est porté par une dynamique, une réflexion collective qui est portée par la Direction générale de la santé depuis 2014, 10 ans déjà. Donc l'objectif d'Inspiridé, en fait, c'était d'aider les décideurs politiques, les porteurs de projets, les chercheurs à travailler sur la diffusion de connaissances pour mieux travailler en fait l'efficacité et l'efficience des interventions, mais aussi améliorer la qualité des projets et puis travailler sur des projets, développer des projets de recherche qui seraient basés aussi sur des expériences de terrain des acteurs. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'il y a eu l'idée de construire et de lancer le registre national des interventions probantes et prometteuses, registre des interventions validées, porté par Santé publique France, qui est un registre qui recense les programmes dits probants, et puis et aussi de développer un accompagnement au développement de projets de recherche interventionnels, donc des projets qui sont co-portés acteurs-chercheurs, et notamment là c'est l'IRESP qui s'en occupe au niveau national. Mais en fait, assez vite aussi, nous, la SFSP, les réseaux et la Fédération de Promotion Santé, on s'est dit, mais finalement aussi, il y a besoin d'avoir un espace où seraient partagées aussi les expériences qui ne font pas l'objet d'évaluations scientifiques et qui sont issues en fait de la pratique quotidienne des acteurs et actrices des champs de la prévention et promotion de la santé, et que ça vaudrait le coup aussi de travailler sur une méthode et un espace pour pouvoir partager ces activités-là. Et donc, c'est comme ça que s'est lancée la dynamique CAPS, donc depuis 2015, animée par le binôme donc, de la FNES et la SFSP, mais je ne dis plus la FNES, je dis la Fédération Promotion Santé. Et donc, l'idée de ce groupe de travail qui est composé à l'origine, et ça évolue, d'associations, d'institutions, de structures associatives ou de structures aussi de recherche pour porter et faire connaître et développer la méthode de capitalisation des expériences dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé. Parce qu'en fait, elle existe beaucoup, quand même, la capitalisation d'expérience dans le monde des ONG ou aussi dans le champ des ressources humaines, puisque c'est la notion de garder une mémoire des activités dans une organisation, dans une structure, dans une entreprise, et comment, quand il y a des employés qui s'en vont, on garde la mémoire de ce qui se fait. Et donc, voilà, dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, voilà, c'est comme ça que l'idée a été de lancer ce programme. Et donc, la capitalisation d'expérience, en fait, ça a été un peu dit par Émilie, mais elle vise à transformer le savoir issu de l'expérience en connaissances partageables. En fait, dans votre quotidien, vous œuvrez à mobiliser des activités, à faire des activités qui favorisent la participation des participants concernés dans vos projets, mais finalement, en fait, comment vous faites, comment vous organisez? Alors, on a souvent l'habitude de partager ça, vous pouvez partager ça à l'échelle lors de rencontres, de présentations, mais finalement, il n'y a pas de méthodologie ou de modalité pour transformer ça, et c'est vraiment l'objectif de la capitalisation des expériences. Donc en fait, elle va permettre de décrire finalement les modalités, le contexte, les modalités de mise en œuvre des projets, des objectifs qu'ils poursuivent, et aussi essayer d'identifier des formes, des façons de faire, des leviers, des difficultés qui peuvent s'être rencontrées par les porteurs de projets tout au long de leur vie, et donc c'est tout au long de la vie du projet. Et donc c'est vraiment basé sur l'expérience des acteurs dans la mise en œuvre. Et en fait, elle permet aussi, la capitalisation d'expérience, d'éclairer les données probantes sur les solutions. En fait, donc l'idée, c'est qu'il y a les données probantes sur les solutions, c'est l'ensemble des données qui permettent d'éclairer la pratique ou la prise de décision dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé. Et ça peut répondre à la question de est-ce que ça marche? Et ça, pour le coup, c'est plutôt la recherche ou la recherche interventionnelle qui va pouvoir répondre à ça. Et sur le levier de comment ça marche, finalement, comment les interventions fonctionnent, la recherche interventionnelle le décrit aussi dans les protocoles d'intervention, mais c'est aussi l'objectif de la capitalisation d'expérience. En complément aussi, il y a les analyses de transférabilité et d'autres méthodes. Et donc, elle permet d'éclairer ça. Donc, finalement, la fameuse boîte noire des interventions, de comment, en fait, on fait pour faire favoriser la participation des acteurs, comment on fait pour développer des projets de médiation en santé. Donc, voilà, la capitalisation répond à ça. Et puis, elle permet aussi,
dans le cadre des rencontres, d'éclairer aussi des modalités d'application dans d'autres contextes. Souvent, pour les porteurs de projets qui sont là, ils pourront témoigner. Quand on vient les interroger sur la capitalisation d'expérience, on leur demande finalement si c'était à refaire ou si c'était à refaire dans d'autres contextes, qu'est-ce que vous garderiez, qu'est-ce que vous changeriez. Donc c'est pour ça aussi qu'elle permet de la capitalisation d'aider à éclairer des façons de faire sur comment pourrait marcher le projet dans d'autres contextes. Et ça, en complément des analyses de transférabilité, par exemple, eh bien, la capitalisation d'expérience est utile et pertinente. Alors, forcément, la capitalisation d'expérience, elle se base sur des principes que les acteurs en prévention et promotion de la santé ont des savoirs qui sont utiles à d'autres. Les connaissances produites par l'expérience a de la valeur et si vous êtes tout à fait légitime de contribuer à cette production des connaissances en santé publique. Et voilà. Et donc, la capitalisation d'expérience, c'est une méthode qui aide à ça. Et puis, elle, en plus, l'illustration de la présentation aujourd'hui, c'est qu'elle vient aussi en synergie avec les savoirs scientifiques, puisqu'en fait, dans le cadre d'une capitalisation d'expérience et aussi dans ce que vous faites, l'analyse transversale, vous allez croiser les connaissances issues de l'expérience avec ce que pourrait dire la littérature sur le sujet et d'avoir un espèce de regard parallèle pour éclairer la prise de décision ou d'autres expériences par la suite. Donc, c'est vraiment les quatre grands principes qui jalonnent nos principes en capitalisation d'expérience au sein du groupe. Et donc, les porteurs de projets qui sont là aujourd'hui connaissent un petit peu la façon dont c'est développé. Et puis, Émilie a présenté des éléments. Mais donc, l'idée, c'est que vraiment, c'est un binôme qui est la contributrice qui porte le projet, donc le porteur du projet, et une accompagnatrice dont le rôle est vraiment de rendre explicite les connaissances à travers en fait un travail d'entretien semi-directif où on décrit, le porteur de projet va décrire comment il a mis en œuvre le projet, les difficultés, enfin voilà, et c'est sous forme d'entretien. Et donc c'est structuré en 5 étapes. Il y a un travail de cadrage de la démarche et Émilie, dans la présentation juste avant, finalement a cadré, vous a expliqué comment ils ont réfléchi au cadrage de la démarche. Il y a un travail de recueil d'informations, c'est-à-dire identifier les projets, mais aussi aller faire le travail d'entretien, et puis un travail d'analyse de ces données, de rédaction des fiches, et puis de la diffusion. Et donc, le produit final, c'est cette fiche de capitalisation qui est produite. Et donc là, dans le cadre du projet de la dynamique aujourd'hui, c'est 5 fiches de capitalisation qui ont été produites. Mais ça permet aussi de produire ce qu'on appelle des analyses transversales et qui sont en fait un document qui prend encore un peu plus de recul par rapport à chacune des fiches, mais finalement en se disant, si on regardait de manière transversale ces 5 projets, quels sont les éléments récurrents, quels sont les éléments qu'on pourrait identifier comme potentiellement réutilisables de manière systématique, comment voilà, ça pourrait être documenté et croisé avec les données de la littérature. Et voilà, donc c'est là qu'il y a la notion d'analyse transversale. Alors, la capitalisation d'expérience, elle a différentes finalités, forcément. À la fois, elle permet d'avoir une finalité pédagogique, parce que pour les gens qui ont l'occasion, les porteurs de projets, vous pourrez témoigner dans vos interventions par la suite, quand vous avez l'occasion de parler pendant 3 heures sur votre projet, 10 ans de projet, ou 5 ans ou 10 ans, c'est l'occasion de faire une pause sur un projet, et puis aussi de prendre un temps sur, voilà, qu'est-ce que j'aurais fait mieux, différemment, et tout ça. Ça a une finalité informative, c'est-à-dire que ça permet d'éclairer des pratiques sur la participation, notamment là dans votre cas. Et puis, ça peut aussi avoir des finalités stratégiques et politiques, parce qu'en fait, par exemple, une ARS qui finance des projets sur la participation ou sur plein d'autres sujets peut aussi avoir l'envie de voir quels sont les projets, concrètement, comment ils se mettent en œuvre, et donc éclairer finalement une politique de mise en œuvre. Et puis, ça a aussi des finalités scientifiques, à la fois parce que ça soutient la méthode, et puis il y a aussi un travail de collaboration avec le champ de la recherche dans le cadre de ces croisements des savoirs et des connaissances en santé publique. Timothée, je me permets juste de t'indiquer qu'il te reste 1 minute. Super, c'est formidable. Ce sera peut-être. Oui, voilà, c'est très bien. C'est la minute qu'il me faut. Et donc, juste, voilà, moi, mon travail avec d'autres collègues à la SFSP et aussi avec les membres de Fédération Promotion Santé, l'appui du groupe de travail CAPS, on a travaillé la méthode la méthode CAPS que vous pouvez aller voir sur le portail. Il y a un portail qui est le portail CAPS qui a été évoqué par Émilie et qui
qui permet de recenser toutes les fiches de capitalisation. Donc, on est pour le moment à 120 fiches de capitalisation. Il y a un module de formation à la capitalisation pour être accompagnateur, accompagnatrice à la capitalisation. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'il y avait besoin aussi de faire vivre ces gens formés, faire vivre la vie de ces gens formés à la capitalisation, et d'où l'animation aussi d'une communauté de pratique, donc des gens qui mettent en œuvre des capitalisations d'expérience. Et puis, forcément, on soutient et on réalise aussi des capitalisations d'expérience aussi sur différents projets. Et aussi, on est en soutien avec tous les membres du groupe Travail CAPS quand ils veulent mettre en œuvre des projets de capitalisation. Et voilà, donc tout est accessible sur le portail CAPS pour être mis dans la conversation. N'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours aussi nous interpeller avec plaisir. Et puis, j'ai terminé. Je vous fais un petit peu de pub pour le prochain congrès de la SFSP. Mais voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup, Timothée. Merci d'avoir tenu le temps. Je sais que c'est pas évident à faire, surtout dans un timing aussi court, aussi serré. Mais merci beaucoup. Je vais maintenant aussi vous proposer donc de passer à la présentation des différents projets des porteurs. Donc, je me cale juste sur la slide prévue à cet effet. Et je vais inviter tout d'abord Raphaël Voc et Kevin Guichard à venir parler donc de la capitalisation que nous avons réalisée à propos de la commission de recrutement participative portée par l'APEDI Alsace. Je vous laisse la parole si vous êtes là pour 10 minutes. Je me permettrai peut-être de vous interrompre, en tout cas de vous indiquer quand il vous restera 2 minutes juste avant. Et voilà, je vous laisse parler et j'accompagnerai votre propos avec le PowerPoint. Bon. Très bien. Donc, bonjour, je suis Raphaël Voc, en fait, conseillère en économie sociale et familiale au foyer d'accueil spécialisé La Licorne à Saverne. Nous accueillons 30 personnes en situation de handicap intellectuel. Ça va de la personne qui ne parle pas à la personne qui peut tenir un dialogue. Il y a, sur les 30 personnes, il y a 15 internes et 15 externes. Bonjour, moi c'est Kevin Guichard, donc je suis CESF au foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés Leurenbeek de Saverne. On accueille 19 travailleurs en situation de handicap intellectuel avec une bonne autonomie. Pour l'histoire du projet, les équipes de Saverne en fait travaillent depuis quelques années sur les notions d'autodétermination et de participation avec de nombreux outils existants, les réunions résidents, le CVS, les projets individuels, les groupes de parole. Et on a eu connaissance d'une expérimentation réalisée dans une autre structure de l'APEDI, notamment sur la mise en place d'une commission de recrutement organisée par des résidents pour recruter des nouveaux salariés. Donc, les équipes de Saverne ont souhaité rencontrer ces professionnels qui ont créé ce projet pour avoir une présentation, leur bilan et avoir des conseils. Leur retour a été très positif du projet, notamment sur l'évolution de la prise de parole du public. Cependant, une problématique est apparue liée à un faible turnover des encadrants. Ça n'a pas permis de mobiliser régulièrement la commission et donc de pérenniser le dispositif. Malgré tout, ce projet il a fait écho chez les professionnels de Saverne et la proposition de mettre en place cette commission a été discutée, validée en réunion d'équipe. Un questionnement auprès du public accueilli a été également réalisé et les réponses ont été très favorables. Rapidement, il y a eu de nombreux volontaires. Alors, le choix d'une commission de recrutement des stagiaires a été choisi. En effet, sur l'année, nos deux structures accueillent de nombreux stagiaires et apprentis, l'idée étant de mobiliser régulièrement les commissions et de les faire gagner en compétences. Les objectifs ciblés sont formuler une critique de la posture éducative et développer un outil supplémentaire pour favoriser la participation des personnes dans l'organisation et l'accompagnement qu'ils souhaitent au quotidien. Comment a été mis en route ce projet? Donc, en 2020, une étudiante une étudiante psychologue en service civique nous a proposé de nous accompagner au niveau de la formation des résidents. Donc, cette formation a été réalisée en 3 volets. Donc, le premier volet, c'était les représentations. On a travaillé l'entretien de recrutement et les questions et bien sûr la mise en pratique. Donc, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Alors, CV, lettres de motivation sont réceptionnés par le chef de service ou le directeur. Ces documents sont présentés
lors de la réunion d'équipe, on valide si oui ou non on peut accueillir un stagiaire en fonction des moyens. Après, ces documents sont remis à la commission recrutement. Donc, commission recrutement qui est composée de 2 à 3 résidents, 1 ou 2 encadrants. Donc, on y travaille le questionnaire, on lit la lettre de motivation. C'est des exercices qu'on fait toutes les semaines. En fait, nous, on le propose aux FAS en atelier parce que le fait de mobiliser les résidents toutes les semaines, ils sont plutôt à l'aise le jour de l'entretien. Alors, on propose aux stagiaires un entretien. Donc, les résidents l'accueillent, lui posent les questions. Après cela, le stagiaire est vu par le chef de service ou par le directeur. Et pendant ce temps, la commission recrutement, on débriefe. Et on voit si oui ou non, en fait, le stage est validé et pourquoi. Une fois que le stagiaire est parti, le chef de service ou le directeur qui a vu le stagiaire rejoint la commission recrutement. Et un deuxième débriefing, les résidents disent pourquoi ils souhaitent que cette personne viendra en stage chez nous. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe au niveau du foyer. Au niveau du RENVEG, on est quasiment sur les mêmes modalités d'organisation. On reçoit une demande de stage. Elle est étudiée en réunion d'équipe où on étudie la faisabilité d'accueillir la personne avec la période demandée. Si c'est validé par les éducateurs, donc il y a un entretien qui est organisé avec le chef de service, ensuite avec la commission de recrutement. En amont, donc, la commission de recrutement va se réunir. Elle va étudier la lettre de motivation, elle va étudier le CV et on va relire de nouveau le questionnaire et s'entraîner à l'entretien. La commission, comme au FAS, elle est composée de 2 ou 3 résidents lors de l'entretien et d'un éducateur qui prendra des notes de l'entretien afin de collecter toutes les informations et de pouvoir en échanger de nouveau avec les résidents qui ont participé. Lorsque l'entretien est terminé, la commission se réunit. Désolé, la commission se réunit pour donner en fait une réponse aux stagiaires. Alors cette réponse, elle est donnée d'abord en réunion d'équipe et ensuite un mail est envoyé à la personne avec la réponse pour la faisabilité ou non du stage. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le stage se termine, la commission se réunit à nouveau pour faire un bilan du stage et de rendre un écrit en fait aux stagiaires sur les points positifs, les points améliorés, les conseils pour la suite du parcours professionnel du stagiaire. De la même manière, en fait, au FAS, il peut y avoir des bilans intermédiaires quand le stage est long et aussi un bilan final. Donc, où la commission recrutement sera présente lors des réunions d'équipe et dira pourquoi le stage était plutôt correct, plutôt moins correct. Voilà. Donc, les résidents sont très actifs dans cette commission et apprécient de participer aux réunions d'équipe. C'est ça, il y a une vraie reconnaissance. Si on prend un peu maintenant, on a fait un bilan depuis 2-3 ans que la commission est en place. Il y a un réel sentiment d'investissement et de reconnaissance du public. On voit une évolution aussi, une facilité à pouvoir questionner, à donner son avis, à se positionner auprès de l'équipe éducative, de leur famille et de leurs proches. Au niveau des stagiaires, on leur a demandé aussi un petit bilan parce que voilà, c'est pas quelque chose de forcément connu. C'est vrai que les premières réactions étaient une forme de surprise au début, mais que voilà, ça a été vraiment apprécié d'être reçu par les personnes qui vivaient au niveau de la structure et qui leur présentaient le fonctionnement. Donc, ils étaient davantage rassurés lorsqu'ils allaient démarrer leur stage. Dans les perspectives un petit peu, donc, on a obtenu un mécénat de compétences pour professionnaliser la démarche, avec l'objectif de développer un outil plus professionnel en matière de ressources humaines. Donc, il vient d'avoir une formation la semaine dernière pour tous les participants à la commission FAS et RENVEG, avec un professionnel du recrutement. Alors, les premiers retours qu'on a eus, c'est des retours très positifs, avec plein de nouvelles idées, plein de nouvelles questions, une nouvelle manière d'accompagner, d'accueillir et d'évaluer aussi les futurs stagiaires.
Donc, on va bientôt se réunir pour voilà, retravailler les outils qu'on a et travailler de nouvelles postures et d'adapter vraiment un questionnaire en fonction de De la formation. de la formation. Et enfin, à l'avenir, quelque chose qui voilà, nous tient à cœur et qu'on espère qu'on pourra mettre en place, ça sera la création de formations à l'extérieur avec la commission de recrutement auprès d'autres structures. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, merci pour cette présentation extrêmement intéressante de votre projet de commission de recrutement. Je vais proposer désormais à Madame Fröhlich de prendre la parole et sauf erreur de ma part, Madame Montana s'excuse pour son absence qui était voilà, il était prévu qu'elle soit présente également, mais elle s'excuse auprès de tout le monde de ne pouvoir participer. Je vous laisse la parole pour 10 minutes, Madame Fröhlich. Bonjour, oui, alors je vais essayer de faire au mieux parce que c'est vrai que Agathe va beaucoup me manquer dans cette action. Alors, pour vous donner un peu le contexte, donc moi je suis diététicienne nutritionniste à la Maison Sport Santé à Haguenau. Alors, la Maison Sport Santé fait de l'activité physique adaptée, mais on a aussi une approche un peu plus holistique de la santé en ayant voilà, la nutrition, la psychologie, on fait intervenir de la sophrologie, de l'hypnothérapie, selon en fait les besoins qu'on identifie un peu des participants à la Maison Sport Santé. Dans cette Maison Sport Santé, je fais des ateliers cuisine avec les participants. Et avant le Covid, en 2020, j'avais fait la demande en fait auprès du propriétaire de pouvoir avoir un petit bout de terrain pour faire pousser des herbes aromatiques avec mes participants pour éviter des achats en fait voilà, de menthe, alors que la menthe pousse tellement bien chez nous. Et après le Covid est arrivé et du coup ce projet a un peu été arrêté. Mais suite au Covid, il y a un terrain qui a été acheté juste à côté pour grandir en fait un autre espace de soins sur le terrain où est la Maison Sport Santé. Et le propriétaire nous a proposé en fait d'investir ce terrain. Donc on a fait un appel à projet et on a été soutenu en fait par la DRAF. On a eu la chance d'avoir un stagiaire qui nous a accompagnés. Maintenant je ne sais plus la structure, c'est Éco-Conseil. Donc c'est un stagiaire d'Éco-Conseil qui nous a été voilà. Et donc on a monté ce projet avec des participants. Voilà, on a monté ce projet en permaculture pour voilà, garder la santé et surtout parce que le terrain, une partie du terrain était sur du remblai. Donc effectivement, il a fallu monter des lasagnes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails du jardin, mais voilà. Donc c'est vraiment le but de ce jardin, c'était effectivement de faire pousser des légumes, de faire pousser des herbes aromatiques, mais aussi donner du lien en fait entre les participants. La Maison Sport Santé, le fait que les gens aient plusieurs ateliers, et on voit en fait une cohésion de groupe qui se fait et du coup, dans cette cohésion de groupe, on voit des affinités et vraiment une prise en charge en fait de chacun, en fait, une sorte de bienveillance de chacun. Et le fait de se rencontrer sur d'autres terrains que le terrain purement suivi individuel ou le terrain atelier ou atelier cuisine, etc., on voit qu'ils sont beaucoup plus ouverts en fait à poser des questions en fait sur leur santé ou à s'investir en fait et à prendre vraiment l'information en fait sur comment aller mieux. On a dès le départ travaillé sur une charte pour effectivement garder cet esprit de bienveillance et cet esprit de on est toujours en permaculture, donc si vous venez, on n'est pas d'accord que vous mettez des insecticides sur nos légumes, etc. Donc voilà, la charte a été la façon de s'assurer en fait d'un tronc commun en cohérence avec notre dynamique. Ce qui est
à retenir aussi, c'est que les bénévoles, quand ils viennent, en fait, on ne va pas leur demander forcément d'avoir des actions bien spécifiques sur le jardinage. Donc, on a par exemple des gens qui, dès le début, ont exprimé le fait que jardiner, faire pousser des légumes, ce n'était pas forcément ce qui les animait, mais par contre, ils sont très bricoleurs. Donc, ils nous ont, on a un sort de garage, ils nous ont mis des étagères, enfin des choses géniales. J'aurais voulu même qu'ils fassent des choses chez moi, ça aurait été sympa, tellement c'était bien fait. Mais voilà, ils vont pas forcément être dans le système d'arrosage du jardin ou des choses comme ça. Ils nous ont fait des super meubles en palettes, etc. On a d'autres qui ont organisé. Donc après, en fait, c'est une fois que le groupe est fait, on essaye de voir les compétences de chacun et d'encourager en fait ces compétences. Je vous donne notamment l'exemple d'un de nos participants qui est rarement au jardin parce que en problème d'obésité, c'est très dur en fait pour lui de se baisser, de jardiner, etc. Il a essayé quelques fois, mais moi j'ai bien remarqué que c'était un peu dur pour lui. Il n'est pas forcément bricoleur, mais par contre il va beaucoup à la recherche d'informations et il sait très bien organiser en fait des séjours. Donc on est parti l'année dernière, il nous a organisé un séjour en Belgique pour aller visiter d'autres jardins participatifs. Et cette année, on est allé à Paris, pareil, on était un groupe de 7-8. Et donc, c'est lui qui s'est occupé de nous louer les chambres, de faire le parcours, d'initier, en fait, de prendre contact avec les jardins participatifs pour les rendez-vous, etc. Donc, vous voyez que sa compétence, en fait, finalement, est hors terrain jardin, mais elle va s'exprimer ailleurs. Voilà. On remarque quand même dans la participation qu'il y a vraiment ce besoin en fait de cohésion sociale. Donc c'est vrai que il y a les jardins, il y a ceux qui jardinent, qui vont tout seuls, etc. Mais en général, on prévoit en fait des moments. Donc ça va être un samedi par mois et un dimanche par mois où il y a vraiment une réunion. Et après, ça va être en période en saison haute, un jour défini. Là, pendant longtemps, c'était le vendredi après-midi, où les gens vont se retrouver pour être à plusieurs, pour faire les actions. Il y a pratiquement à chaque fois une collation où on mange ensemble, etc. Donc, il y a vraiment cette idée de partage. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur les actions? Voilà, à peu près. Ouais. Les difficultés rencontrées, c'est que après notre premier stagiaire, qui était quand même beaucoup sur place, on a une deuxième stagiaire. Cette année, on n'en a pas. Alors, moi, je suis au même titre que les autres bénévoles au jardin, même si je fais partie de la structure. Et on se rend compte que d'avoir une personne fixe qui puisse coordonner en fait tout ça est quand même idéal et qu'il peut y avoir un essoufflement en fait de ne pas avoir quelqu'un qui est présent au jardin. Parce que après la cohésion et la coordination, elle est faite par Agathe, moi et les participants en fait, parce que on fait on appelle ça un copil. En fait, on fait une réunion une fois par mois pour savoir les actions qu'on va mettre en place le mois d'après, avec les actions à venir, les réunions, etc. Donc, on décide ensemble où vont être plantées les carottes, quelle animation on va voir. Quand on a des problématiques plus spécifiques, parce qu'on avait par exemple des fruitiers à planter et qu'on ne savait pas trop que nos compétences s'arrêtaient, on a fait intervenir en fait des gens du secteur qui ont ces compétences-là. Donc voilà, donc tout ça c'est dessiné en copine. Mais après, le fait de ne pas avoir une personne un peu, alors pas constamment, mais une personne phare, voilà. On avait essayé de solliciter, parce que moi je ne suis pas du tout sur quelque chose de descendant, donc on avait sollicité les participants à se mettre référents en fait de certaines actions, par exemple le référent spirale aromatique ou voilà, mais c'est très dur pour eux. Ils ont quand même tendance à ne pas vouloir prendre cette responsabilité et de préférer souvent que ça soit Agathe ou moi, qu'on garde en fait un peu cette validation en fait de leurs idées. Voilà, donc
c'est peut-être la difficulté, c'est effectivement la prise vraiment de bénévoles qui, à d'autres jardins partagés qu'on a pu visiter justement en Belgique et à Paris, où c'était vraiment que des bénévoles qui se sont mis, où il n'y avait pas la structure porteuse, comme nous, notre association, où il y avait peut-être plus de… Voilà. Mais après, des fois quand même une prise de pouvoir de certains bénévoles dans ces exemples que je cite, qui du coup il n'y a pas chez nous. Mais voilà, ça c'est peut-être aussi une difficulté, c'est voilà, ce besoin en fait d'avoir une personne référente. Et ce besoin d'avoir une personne référente arrive à une autre problématique, je pense, qui est rencontrée par beaucoup de porteurs de projets, c'est le problème financier en fait, c'est-à-dire que là ça fait la 3e année qu'on existe, donc on arrive à faire un turnover avec nos plantes, etc. Mais c'est vrai que voilà, financièrement, on ne peut pas embaucher quelqu'un qui viendrait, par exemple, une fois par semaine, voilà. Et c'est vrai que la difficulté financière lorsqu'on dépend d'appel à projet reste, voilà. Les participants ne payent pas de cotisation. Les participants ne viennent pas que de la maison sport santé aussi, parce qu'on a ouvert le jardin en fait à l'ensemble de la Haguenau et de la région. Voilà, c'était un choix pour aussi permettre aux voisins, on avait sollicité les voisins autour, des immeubles autour, de pouvoir venir. Voilà, on a la CASA, c'est un accueil des lycéens par l'église protestante en fait, qui se fait juste à côté de chez nous. Donc on les avait sollicités pour leur dire qu'ils pouvaient venir manger aussi au jardin, etc. Donc on ouvre, voilà, donc on a d'autres personnes qui ne sont pas à la maison sport santé, mais par contre on leur demande une cotisation de 10 € à l'association pour des problèmes de sécurité, si jamais il y a un accident ou des choses comme ça. Mais mis à part ces 10 € de cotisation annuelle, les participants n'ont pas à payer ni les graines, ni les… Voilà, après, on les récupère, on fait du bouche à oreille, etc. pour récupérer en fait des plantes ou répondre à nos besoins. On a bénéficié d'outils aussi qui ont été donnés, rénovés par nos bricoleurs. Voilà. Merci L'épicerie Laure. Je ne sais sociale, pas si vous on a avez… fait aussi… Ouais, Ah oui, pardon. j'ai vu Allez-y, juste répondez à la question. On pourra prendre les questions plus tard. Ouais. Oui. Donc effectivement, on a aussi fait un lien avec l'épicerie solidaire voilà, parce qu'à un moment donné, on avait on cultivait. Alors ils aiment bien planter, mais en fait, quand il y avait les cultures, ils avaient tendance à pas forcément tout prendre. Donc on a pu ouvrir en fait notre production à l'épicerie sociale de la Boussole à Haguenau. Donc on a aussi partagé ça pour repartager sur le secteur. Voilà. Merci Madame Folix. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas toujours à les poser dans le chat ou en tout cas dans cette conversation sur le côté. On aura un temps dédié un petit peu plus tard, après la présentation donc, des 5 projets. Je vais vous proposer tout de suite de passer à la présentation de l'UDAF 52, donc plus précisément de David Lambert et Lucie Neveu, qui vont nous parler du dispositif participatif de Père Aidance qu'ils portent sur leur territoire. Je vous laisse la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Du coup, moi, c'est Lucie Neveu. Je suis chargée de projet du dispositif Père Aidance, donc à l'UDAF, en Haute-Marne. Du coup, je vais introduire juste pour recontextualiser en fait le dispositif pour qu'ensuite on puisse, que mon collègue du coup David Lambert puisse vous plus parler au niveau de la participation concrète, comment ici on la met en œuvre pour que ça soit vraiment de la participation au quotidien. Du coup, le dispositif Père Aidance, c'est un dispositif du coup qui est, nous, surtout santé mentale dans la communauté. Du coup, nous, c'est un concept où la personne va utiliser son expérience, donc l'expérience de son vécu, dans le but de le partager avec les autres, donc avec ses pairs. Et du coup, en fait, ça va être parce qu'ils ont vécu des expériences identiques ou similaires. L'expérience, dans ce cas, devient un outil qui est une compétence donc, qui deviennent en fait mobilisables et transmissibles à l'autre dans son processus de rétablissement. Et c'est en fait, on est parti du fait que que l'expérience devienne un outil et une compétence, on en a créé un dispositif. Le dispositif, on le définit comme un dispositif d'entraide qui vise à aller vers les personnes isolées qui vivent des expériences rares dans le champ de la santé mentale.
Expérience rare, pourquoi utiliser ce terme? On l'utilise dans le sens où, en fait, il n'y a pas de savoir produit. Et les professionnels, en fait, la plupart du temps, arrivent dans des limites de champ de compétences et se retrouvent face à des situations auxquelles cas ils sont démunis. Et parce que pour eux, en fait, ça devient des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, enfin des situations qu'ils n'arrivent pas à comprendre et à pouvoir trouver, enfin en tout cas, des solutions avec les personnes qui sont, donc, du coup, qui sont impliquées. Et du coup, voilà, ils appellent ça dans leur jargon, du coup, des situations complexes de par leur singularité. Bien souvent, on arrive à des situations du coup de rupture totale avec l'environnement. Et parce que du coup, il y a une incompréhension qui s'installe et du coup, des situations de désarroi. Alors, les expériences rares chez nous, c'est des personnes qui vivent par exemple l'incurie, qui vivent l'entente de voix, la paranoïa, des pensées suicidaires allant jusqu'à l'acte, etc., etc. Donc, on est vraiment dans des situations vraiment extrêmes. On intervient dans tous les domaines de la vie, donc que ce soit sur le champ du soin, de l'emploi, le logement, la vie sociale, familiale, etc. Et donc, c'est grâce à l'intervention d'un intervenant père aidant, du coup, qui va intervenir auprès des personnes et des professionnels, donc collaborer avec les professionnels du territoire, et vont intervenir dans les situations. Les intervenants pairs, on peut se demander donc du coup qui sont-ils? Du coup, c'est des personnes qui ont vécu ou qui vivent des expériences, une ou plusieurs expériences, en tout cas difficiles dans leur parcours de vie, et qui font résonance chez d'autres. L'essentiel pour un intervenant pair, c'est qu'il soit acteur de son propre parcours, en fait, dans sa vie, qu'il soit acteur, et qu'il arrive à une certaine maturation de rétablissement qui lui permettent en fait de mobiliser ces outils et de les transmettre à l'autre. Le rôle de l'intervenant pair est de partager ses expériences personnelles et les outils qui l'ont emmené en fait au rétablissement, mais au-delà de ça, il va tenter aussi de sémantiser leur expérience et en fait de trouver une sémantisation commune avec l'autre, ce qui va lui permettre d'avoir un point de compréhension pleine et entière. Et au-delà de ça, dans l'accompagnement, on est aussi dans la co-construction d'outils pour qu'on crée aussi en fait du savoir expérientiel qui va permettre à l'autre d'utiliser ses propres outils pour dépasser ses difficultés. Dans la dimension participative du dispositif, on s'est inspiré de la vision de Joël Zask à la question de la participation, qui est en fait de prendre part, de contribuer, donc apporter une part et d'en bénéficier, donc de recevoir aussi une part, donc dans l'échange. Du coup, je vais laisser mon collègue David qui va, lui, voilà, vous présenter la notion de participation chez nous, comment elle se traduit sous ces formes. Bonjour. Donc, à savoir, notre dispositif est né dans un environnement où l'organisation est pyramidale, avec des prises de décision qui sont descendantes, dans un style de management plutôt persuasif. Et de notre côté, nous, on œuvre dans cet environnement à changer les codes et les normes en développant, au travers de notre dispositif, un mode de gouvernance participatif et transversal avec des prises de décision qui sont collectives et ascendantes. Alors le projet que nous portons repose sur l'horizontalité dans la distribution des rôles. Par exemple, au sein de notre équipe, on ne se distingue pas avec les statuts ou fonctions. Statuts et fonctions de chacun et chacune des membres de l'équipe s'effacent quand il s'agit d'intervenir sur le terrain auprès des personnes accompagnées. Tout un chacun est sur le même pied d'égalité du fait d'avoir vécu une expérience de vie qui a conduit à un cheminement introspectif et réflexif. De par cette expérience, finalement, on est légitime à prendre part et à contribuer à donner vie au dispositif et lui donner toute sa consistance. Le projet repose aussi sur l'horizontalité dans l'organisation du travail. En fait, il s'agit, nous, au quotidien, de déconstruire les habitudes hiérarchiques pour s'inscrire dans cette forme d'horizontalité, dans la prise de décision et dans le fonctionnement au quotidien du dispositif. Cela se traduit par cette prendre part. Cela veut dire que toute l'équipe intervient dans la mise en œuvre de l'action et dans les prises de décision. Contribuer, c'est s'impliquer collectivement dans le projet et dans la conception de son développement.
en fait, chaque voix compte. Participer, c'est aussi tirer des bénéfices. Outre les bienfaits qu'apportent les interactions entre pairs, nous avons choisi de mettre l'accent aussi sur la question de la rémunération. C'est-à-dire que générer cette activité d'entraide et de partage d'expérience puisse être une source de valorisation de l'action par la rémunération. La reconnaissance par l'activité professionnelle et la rémunération se trouvent au cœur de la démarche participative de notre projet. Pour nous, c'était un point, la rémunération était un impératif parce qu'elle permet de favoriser la participation aux yeux des intervenants pairs et c'est comme un élément aussi de reconnaissance du travail qu'ils effectuent. La participation aussi dans notre dispositif, c'est aussi une source d'émancipation pour les personnes qu'on accompagne. En effet, la participation mobilise le pouvoir d'agir et conduit à l'émancipation personnelle. Pour leur part, les personnes qu'on accompagne dans le cadre dispositif prennent part et contribuent aux prises de décision qui les concernent pour favoriser leur propre rétablissement. Nous accompagnons les personnes à devenir partie prenante et plus encore lorsqu'il y a des professionnels autour d'eux qui peuvent avoir tendance à orienter les prises de décision et jouer un rôle d'intermédiaire représentatif. Donc nous travaillons nous, sur le positionnement et la liberté de choisir pour soi-même. On essaie que les personnes qu'on accompagne puissent s'imprégner du fonctionnement du dispositif pour s'émanciper eux-mêmes. Donc, pour conclure, on observe toutefois une certaine difficulté de la mise en œuvre à générer de la participation. Ça reste complexe à mettre en place sur nos territoires ruraux et dans le champ de l'intervention qui est le champ de la santé mentale. Les gens adhèrent à l'idée, mais ne sont pas toujours prêts à les mettre en place. Et sur notre territoire, les gens sont encore beaucoup ancrés dans une logique de représentativité, c'est-à-dire d'être représentés par un tiers qui prend la responsabilité et décide à la place. Donc, et les gens, on observe aussi qu'ils ne sont pas encore ouverts à la dimension purement participative avec la prise de pouvoir et la prise de responsabilité que cela implique. Mais on y contribue par notre action, en fait. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. On commence à voir aussi poindre des points communs entre les différents projets dans la façon aussi dont vous l'abordez. C'est ça que je trouve intéressant et qui donne beaucoup de valeur, je trouve, enfin, en tout cas, qui montre l'intérêt d'une telle réunion aussi des différents porteurs pour justement donner à voir là toute la richesse et puis aussi la dimension militante et comment vous incarnez aussi cette vision-là. Donc, merci beaucoup. Je vais donner la parole sans plus tarder à Madame Joyka Duboil, donc pour le contrat social multipartite. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et merci pour votre invitation. Donc, je me présente, Joyka Duboil, coordinatrice des contrats sociaux multipartites au service de l'action territoriale qui est établi au centre hospitalier de Rouffach, service que j'ai donc intégré en janvier dernier. Donc, je vais vous présenter le projet des contrats sociaux multipartites et déjà le resituer dans son contexte. C'est un projet qui est soutenu par la communauté psychiatrique de territoire, dont fait partie le centre hospitalier de Rouffach, qui lui-même est porteur de l'action. Cette CPT qui regroupe une 60aine de structures et qui rassemble justement des acteurs, différents acteurs de la santé mentale, de la psychiatrie, du secteur social, services de l'État, collectivités, famille et monde libéral également. Comment je peux Ce projet, en fait… Oui. Non, j'ai entendu parler derrière, pardon. Ce projet donc vise à renforcer l'intégration sociale et la participation citoyenne des personnes dont la situation sociale, la précarité, l'isolement et ou l'état de santé, la dépression par exemple, peut porter atteinte à la santé mentale telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est un projet qui a été élaboré par le Conseil de l'Europe, qui lui-même, dans son plan d'action pour la cohésion sociale, l'exprime ainsi, élaboré pour faire travailler ensemble les prestataires de services publics et privés, en particulier en faveur des groupes en situation de vulnérabilité. Donc, on voit là déjà, en fait, la dimension collective et participative du projet.
ce projet repose sur une méthode qui est participative elle-même et aussi collaborative, qui est Spiral, qui a été initiée par le Conseil de l'Europe et développée par le réseau Together. Donc, on a un réseau international, mais aussi une antenne en France, qui repose sur trois questions. Qu'est-ce que pour vous le bien-être? Qu'est-ce que pour vous le mal-être? Et que feriez-vous pour être mieux d'un point de vue individuel, mais également d'un point de vue collectif? C'est vraiment, je dirais, un outil de démocratie directe par l'expression justement directe des personnes elles-mêmes et collaborative entre les personnes concernées et les acteurs locaux, puisque ce qu'on vise en fait, c'est l'intégration sociale. Donc au final, c'est une nouvelle approche de la question sociale. Comment est-ce qu'on peut repenser le progrès en termes de bien-être? Alors pour pour revenir sur sa genèse, la genèse du projet, ce qui est essentiel à mon sens, puisque pour savoir où l'on va, il faut aussi savoir, comme le dit le proverbe, d'où l'on vient. Donc, en fait, en 2006, il y a une première expérimentation du CSM qui a été lancée par le Conseil de l'Europe à Strasbourg, avec comme groupe cible des personnes en surendettement, avec un partenaire, entre autres, Crésus. En 2013, c'est Mulhouse et le Conseil de l'Europe qui ont mis en œuvre un contrat social multipartite avec des personnes bénéficiaires du RSA. Le CSM a été adapté la même année par le CH Rouffach, avec des personnes souffrant de troubles psychiques et suivi en fait par des structures extra-hospitalières comme des hôpitaux de jour. En 2016, le centre hospitalier de Rouffach a répondu à un appel à projet relatif à l'accompagnement à l'autonomie en santé, portant sur la généralisation des CSM sur les territoires des CLSM du Haut-Rhin. Il y a eu un financement qui a été dédié. Et puis de là, 13 CSM ont pu être essaimés entre 2016 et 2022. Ils ont été évalués par un laboratoire de recherche Artemis qui a mis en exergue les effets positifs en fait de ce dispositif et mis en avant aussi des préconisations. Alors, les objectifs, je mets le focus sur les objectifs du projet. On l'a dit, c'est qu'à l'échelle du territoire du Haut-Rhin, c'est renforcer l'intégration sociale des personnes en situation de vulnérabilité, mais les personnes en fait qui se reconnaissent comme étant en état de mal-être et qui souhaitent aller vers le mieux-être, parce que ça n'est pas forcer les personnes. Il s'agit de savoir si la personne, elle est prête à s'engager dans la démarche, parce que c'est quand même une démarche de 6 à 8 mois. Donc, c'est essentiel de le rappeler. C'est renforcer aussi la lisibilité et la visibilité des instances citoyennes et l'accessibilité à l'offre de droit commun. Donc, on est vraiment dans une dynamique de l'aller vers. En fait, on va passer d'une action qui est centrée sur le groupe à une action déterminée par les personnes elles-mêmes, mais à inscrire dans l'environnement local. Et c'est ce qui fait aussi la force de la démarche. Et donc, c'est améliorer le pouvoir d'agir, l'empowerment des personnes concernées, développement des compétences psychosociales, renforcement de l'estime de soi, développement d'aptitudes, en fait. Donc, on voit là que c'est vraiment une démarche qui vise à améliorer la santé mentale, justement à travers une démarche créatrice de liens sociaux entre les habitants d'une commune et d'une intercommunalité. Et en fait, ces objectifs-là, eh bien, ils vont s'inscrire dans une volonté plus large, on va dire, de promouvoir la responsabilité partagée. On est vraiment dans de la co-responsabilité avec les acteurs locaux, d'où la nécessité aussi d'appuyer le contrat social multipartite sur la dynamique des conseils locaux de santé mentale qui sont... Nous avons chez nous, au niveau du Haut-Rhin, 7 conseils locaux de santé mentale actifs à ce jour pour justement maximiser les chances de faire durer les actions qui ont été déterminées par le groupe et de les inscrire en fait dans l'environnement local. Alors, vous l'aurez compris, le
le contrat social multipartite, c'est un outil de renforcement de la participation citoyenne et au travers de plusieurs leviers. Le groupe, donc avec pas plus de 10 participants pour favoriser justement la démarche participative. Le groupe qui va être animé par des... Bon, jusqu'alors, c'était un binôme d'animateurs formés à la méthode Spirale. Je suis moi-même en cours de formation à la méthode pour être dynamisatrice Spirale et donc former ces animateurs, donc les faire monter en compétences avec aussi des outils d'animation participative. Être vigilant aussi sur la temporalité du projet. Donc, c'est 6 à 8 mois pour ne pas démobiliser les participants avec une fréquence de séance aussi. Et puis, on a cette dimension participative depuis l'amont du projet jusqu'à sa mise en œuvre. On le voit sur le schéma que je vous ai transmis. Donc, depuis le lancement du CSM, en fait, les personnes concernées sont vraiment partie prenante, partenaires du projet. Et d'ailleurs, cet engagement-là, il va être matérialisé au travers du contrat. C'est vraiment une pièce qui va être signée par les différentes parties, que ce soit les personnes concernées, les animateurs, les acteurs territoriaux. Donc, on est dans un rapport là d'horizontalité, des rapports plus horizontaux. Et jusqu'à la coévaluation participative, vous voyez, à partir du moment où les personnes mettent en œuvre le plan d'action, enfin, décident du plan d'action qu'elles vont mettre en œuvre, eh bien, elles font le bilan de tout ce qui a précédé. Et c'est vraiment un temps important pour les participants pour justement dresser des perspectives pour essayer de pérenniser. Donc, on est vraiment sur un retour d'expérience. Et tout cela en co-construction, co-concertation avec les acteurs du territoire. Donc, on est sur un partenariat avec les acteurs locaux, justement pour intégrer le projet dans l'environnement local et le faire durer aussi, dans l'après-CSM aussi. Faire qu'il y ait des perspectives d'avenir. Donc, on voit que le CSM, effectivement, c'est une action citoyenne et environnementale avec les différents volets de la participation citoyenne, la consultation, la concertation, la co-construction, la codécision. Et c'est cette philosophie du projet qui est en lien avec le tissu local, parce que là, on est vraiment dans un enjeu collectif. Alors, les freins, je dirais, de ce qui a été expérimenté, j'y reviendrai après en conclusion plutôt. Donc, je vous indique juste, simplement, pardon, il vous reste 2 minutes, pas plus. Oui, voilà. Alors en conclusion, voilà, on le voit, le CSM, voilà, vous l'aurez compris, c'est une démarche structurée qui favorise la démocratie participative des citoyens. Pour moi, à mon sens, c'est aussi un dispositif de prévention de la chronicité et bien sûr de la promotion de la santé mentale. La force du dispositif, c'est qu'il pose la question sociétale de savoir comment on va vers un autre regard, on laisse la parole aux personnes. Donc, c'est un levier aussi pour sortir de la stigmatisation. On n'est pas dans de la charité, mais dans la réciprocité. C'est vraiment, on est dans un cercle vertueux. Je voudrais dire, oui, cercle vertueux, parce qu'on laisse la parole aux citoyens, ce qui va permettre aussi de faire émerger des problématiques locales avec les acteurs sur lesquels les acteurs locaux, avec les personnes concernées, vont pouvoir agir et puis construire justement un environnement plus favorable à la santé mentale qui profitera à tous. Je voulais juste revenir sur les freins qu'on a identifiés. Aujourd'hui, on n'est pas sur un modèle financier stabilisé. On n'a pas de financement pérenne et partagé. Donc, il faudrait qu'on ait que le financement en fait soit multipartite, parce que c'est pas un projet, même si elle était menée à la base avec des personnes issues
du champ de la psychiatrie, pas uniquement sanitaire, mais de promotion de la santé et de renforcement de la participation citoyenne. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, bravo d'avoir tenu le temps et je sais à quel point ce n'est pas évident à faire, donc félicitations en tout cas. Je vais vous proposer de donner la parole désormais et pour donc le cinquième projet qui a été capitalisé, donner la parole à Gauthier Papa, donc qui va nous présenter le village sans prétention porté par l'association Ars. Je vous donne donc la parole pour 10 minutes et ensuite je vous invite à préparer vos questions car nous passerons un temps d'échange juste après cette présentation. À vous, Gauthier Papa. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc Gauthier Papa, je suis chef de service du village de l'insertion. Le village de l'insertion, donc je vais d'abord recontextualiser un petit peu ce qu'est le village de l'insertion et ensuite je parlerai des démarches participatives au sein de ce service. Le village de l'insertion, c'est un dispositif expérimental qui existe maintenant depuis 2 ans et demi sur une expérimentation de 3 ans, donc il nous reste pour l'instant encore 6 mois d'expérimentation. Au-delà de ça, je ne sais pas encore ce qu'il en sera. L'idée du village de l'insertion, elle a été de proposer pour un public en situation de grande marginalité, une solution d'hébergement pérenne, en tout cas au moins le temps d'expérimentation, dans un environnement à très bas seuil d'exigence. Ce projet-là, il a été un peu amorcé on se situe à Nancy. L'association elle intervient sur la Meurthe-et-Moselle au niveau de l'agglomération nancéenne, de la métropole et du Lunuvillois et du bassin de Pont-à-Mousson. Donc l'idée était de se dire, le constat était de se dire que beaucoup de personnes à la rue revendiquaient en fait le fait de ne pas pouvoir être hébergées par des dispositifs classiques d'insertion, comme des CHRS par exemple, de par des règles trop strictes et de par un environnement qui serait trop contraignant pour elles. Donc l'idée était de réfléchir ensemble à un dispositif qui aurait permis aux personnes d'être hébergées dans un environnement avec des règles construites avec elles, dans un environnement où en tout cas elles participent à l'établissement des différentes règles. Donc le village, il se concrétise en 2022, en janvier 2022. C'est un hangar avec différents modules de chantier, type Algeco, d'environ 12 mètres carrés, avec chaque module ayant une salle de bain et une petite pièce à vivre, voilà, vraiment l'équivalent d'un studio étudiant. L'idée, elle a été de proposer d'abord aux habitants. Donc pour capter les habitants, ça a été d'aller à la rencontre des différentes personnes susceptibles d'être intéressées par ce projet. Donc pour ça, on a sollicité différents partenaires comme le SAMU social, les accueils de jour, les CARUD, les services d'accueil et d'orientation. Ça pouvait être aussi différents partenaires de CHRS qui font une prise en charge de personnes dans leur structure. Et de faire visiter lors de portes ouvertes le village, comme il pouvait se présenter. Parce que le village, alors j'ai pas de photos à vous montrer, mais le village d'un premier abord pouvait se montrer assez froid avec un gros hangar, avec des modules tout blancs. Ça pouvait être un peu vu comme quelque chose de froid par les différentes personnes intéressées. Mais très vite, en fait, donc, lors de ces visites, les gens se sont très vite projetés en se disant, bah, tiens, je me verrais bien vivre dans un module. On a aussi des caravanes qui pouvaient servir d'habitation. Donc, d'autres personnes nous ont dit, bah, moi, je me verrais plus dans une caravane. Donc, c'était vraiment l'idée de pouvoir discuter un peu entre nous lors de ces portes ouvertes avec les habitants, avec les futurs habitants en tout cas, et de réfléchir aussi à comment on se projetait dans ce village. Donc très vite, une sélection d'habitants s'est faite. En lien avec leur situation, on a sélectionné un public qui n'adhérait plus du tout vraiment aux structures d'hébergement classiques. Des gens qui étaient à la rue depuis 5 ans, 10 ans, avec des parcours de détention, des parcours d'hébergement, des parcours parfois d'appartements, mais qui ont duré très peu de temps. Voilà, l'idée était vraiment de pouvoir cibler un public à la rue depuis longtemps. Partie de ce public-là, très vite, on a décidé de monter ensemble un conseil de village. Le conseil de village, en fait, il avait pour but initialement d'abord se poser tout ensemble, de réfléchir à ce qu'on attendait de ce village,
et surtout d'établir ensemble les règles, les règles du vivre ensemble, en fait. Parce que lors de l'arrivée des personnes, moi, c'était quelque chose qu'on avait tenu avec les équipes comme discours, en leur expliquant que le village avait pour objectif de leur permettre de se poser, de se stabiliser dans un environnement avec le moindre règle possible, mais sans injonction, en tout cas à l'insertion, comme on peut l'entendre dans le cadre des CHRS. Et donc, moi, les quelques règles que je leur avais dit, c'était on respecte la loi, on respecte les lieux et on respecte les personnes qui vivent et qui travaillent dans ce village. Donc ensuite, évidemment, qui dit structure collective dit s'approprier des règles de vivre ensemble. Et donc ce conseil de village, qui s'est ensuite renommé Conseil des sages, a réfléchi à différentes règles de vie, des règles qui passent de l'accès à la buanderie, qui était à la base ouverte à tous, mais qui derrière a demandé, les habitants ont demandé à ce qu'elle soit fermée à clé sur certaines heures, de façon à pouvoir assurer une surveillance et assurer un maintien de propreté, en tout cas dans ces lieux. C'était pareil pour la cuisine notamment. Il y a eu toute une gestion aussi toute une réflexion par rapport aux invités, parce que l'idée était aussi de pouvoir dire aux gens qu'ils pouvaient aussi inviter qui ils voulaient et quand ils le souhaitaient. Parce que on leur rappelle à chaque fois qu'ils sont chez eux. Et on a eu besoin de leur rappeler au début parce que il y avait une sorte de méfiance par rapport à cette proposition de leur dire vraiment vous êtes chez vous. Mais maintenant depuis 2 ans et demi, c'est quand même bien acté. Mais donc cette idée-là aussi était de pouvoir se dire, si demain je vais inviter un ami chez moi ou une copine à dormir, et c'était aussi possible. Donc là, les règles ont évolué au fur et à mesure. Au début, c'était un invité peut venir 24 heures, et puis après, au fur et à mesure, les habitants se sont dit, bon, ces règles-là, on n'arrive pas à les tenir, donc on va les changer. En tout cas, tout ça, c'est décidé collectivement. Dans cette participation aussi, l'idée elle a été aussi de pouvoir s'approprier les lieux comme les gens le voulaient, à savoir comment on s'approprie son module par exemple. Donc l'idée était de pouvoir dire aux gens qu'ils pouvaient le décorer comme ils le souhaitaient, pouvoir graffer son module, tout comme on a le droit de repeindre sa maison. Bon, on n'a pas de code de l'urbanisme, en tout cas au village, mais l'idée était vraiment de se dire si les personnes souhaitaient graffer leur nom chez eux ou graffer les valeurs qu'ils souhaitaient mettre sur leur module, c'était possible. Et le village de l'insertion, c'est aussi renommé. C'est aussi renommé village sans prétention par ses habitants. Parce que il y a aussi cet objectif dans ce village de se déstigmatiser un petit peu, en tout cas de sortir un peu des représentations qu'un public dit de grands marginaux pouvait renvoyer à son voisinage. Dans un quartier, on est vraiment situé en centre-ville, hein, donc l'idée était aussi de pouvoir se dire attention, on est dans un hangar, ok, mais bon, c'est pas pour autant qu'on veut s'enfermer dans ce hangar et on veut s'ouvrir aussi un peu à la vie de quartier. Et donc très vite, l'idée elle a été aussi de pouvoir proposer avec les habitants et toujours avec leur accord et même des fois sur leur proposition des différentes activités qui s'ouvraient à la ville. Je pense notamment aux fêtes de la musique. Chaque année, on a fait une fête de la musique au sein de notre cours dans le village qui a permis en fait à la fois de proposer de faire venir différents groupes de musique, mais aussi d'inviter donc les habitants du quartier à venir autour d'un apéritif confectionné par les habitants, à profiter de cette fête de la musique dans un espace, dans l'espace, ce qui permet à la fois de montrer un peu ce qu'est le village sans organiser une espèce de visite, une visite porte ouverte pour les habitants, mais plutôt le faire autour d'une activité. Ça, c'est pour les différents, pour un exemple de projet, parce que en quelques minutes, c'est compliqué de pouvoir parler de tous les projets participatifs, mais ça fait partie en tout cas des choses qui nous tenaient à cœur. Dans la même chose, c'est aussi toujours proposer aux habitants de réfléchir aussi lorsqu'un nouvel habitant doit venir au village, c'est aussi pouvoir donner la parole aux habitants sur cette possibilité-là, faire un peu le point avec les habitants de savoir un peu ce qu'ils souhaitent. On essaie toujours d'organiser des rencontres avec les potentiels nouveaux habitants et les habitants actuels. C'est aussi la participation sur les comités de pilotage, parce que qui dit dispositif expérimental dit aussi que différents comités de pilotage avec les différents partenaires. Donc, évidemment, nous, on compte toujours sur les habitants pour venir expliquer un peu ce qu'on fait au village, expliquer un peu notre quotidien, expliquer
et vraiment travailler ensemble sur toutes nos relations partenariales en tout cas. Dans les freins, alors voilà, ce qui est intéressant, donc disons que les points forts du village sont aussi parfois ses points faibles, c'est-à-dire que l'appropriation des lieux a pu parfois nous poser quelques problèmes, notamment sur les communs, où très vite on s'est rendu compte qu'on pouvait se faire un peu envahir par différents objets. Les gens ramenaient pas mal de choses, notamment des palettes, notamment des fois des vélos qui étaient retrouvés dans la rue sans roue, par exemple, et enfin, où les gens essayaient de montrer l'atelier vélo, mais qui des fois est un peu laissé à l'abandon. Ce qui fait aussi que le village, parfois, c'est un village qui vit, en fait, donc avec pas mal d'encombrants dans le village, et qui nécessite aussi une régulation de chacun, en fait, pour essayer, par moment, de faire le tri, en tout cas, dans ce village. Donc, c'est un village qui peut des fois être, pour des gens qui ne seraient pas habitués, en tout cas, qui peut paraître des fois un peu crade, un peu mal rangé. C'est pas lisse, en tout cas, mais c'est aussi l'idée d'un village qui vit avec la population de ce village-là qui décide aussi pleinement de comment mener les choses dans ce service, en tout cas. Donc voilà, voilà pour conclure, en tout cas, voilà, là, il nous reste encore 6 mois d'expérimentation en tout cas. On est plutôt content en tout cas de ce versant de stabilisation pour ce public-là, avec tout ce versant d'accès aux soins que j'ai pas évoqué parce que voilà, j'ai préféré mettre l'accent sur la participation, mais tout ce versant vraiment d'appropriation des lieux. On est sur un public qui est là depuis 2 ans et demi, qui s'approprie vraiment bien les lieux. Potentiellement, on espère voilà, pouvoir pérenniser ce dispositif, permettre aux gens qui le souhaitent de rester plus longtemps dans ce dispositif-là, et en même temps accompagner les gens qui souhaiteraient aller sur autre chose. Alors, autre chose, ça peut être du logement, mais ça peut être aussi partir en camion, faire les routes, de pouvoir les accompagner dans ce projet-là, en tout cas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, merci pour cette présentation de ce projet. Donc nous allons passer à un temps d'échange. Est-ce que certains parmi vous auraient des questions, ma foi, ou souhaiteraient prendre la parole voilà, pour soit s'exprimer aussi sur sa propre expérience de participation, en tout cas de démarche participative. Là, c'est vrai qu'on a un condensé énormément d'éléments d'information, donc c'est assez riche comme type d'échange et comme type d'information qu'on garde. Donc je pense que ça peut aussi un peu saturer l'esprit. Peut-être si personne n'a de questions, moi ce qu'on se demandait aussi et ce qu'on s'est demandé dans ce... voilà, il y a une question qui tombe et finalement qui va rejoindre aussi un petit peu les questions qu'on aurait pu poser. Je vais proposer éventuellement à Gauthier Papa de répondre à la question qui s'affiche dans la conversation, et ensuite je donnerai la parole dans la foulée à Gabriel Roth. Alors, concernant les perspectives, alors pour l'instant, c'est ce que je disais, on est encore vraiment sur cet aspect à souhaiter pérenniser le village. Derrière, si le village ne pouvait pas être pérennisé, l'idée, elle serait de pouvoir au moins proposer des situations, de faire d'autres solutions d'hébergement, voire de logement aux personnes qu'on accompagne. Je suis aussi chef de service du dispositif Logement d'abord. Là, l'idée, elle est de pouvoir proposer des appartements en sous-location à des gens qui sont aussi à la rue depuis plusieurs années. On a déjà fait cette transition-là pour une personne du village qui est passée dans un appartement du Logement d'abord et pour qui ça se passe très bien. Pourquoi pas envisager d'autres appartements pour des personnes, mais ça peut être aussi... on a des caravanes, on a aussi un camping-car qui est actuellement au village. Pourquoi pas permettre aux personnes, si demain il n'y a plus de village, de partir avec cette caravane ou ce camping-car. C'est des vieilles caravanes. Je pense que pour nous, ça ne sera pas une grosse perte en termes de coût, mais je pense que les habitants aussi peuvent aussi saisir de tout ça. Parce qu'on est aussi sur un public voilà, qui a
qui avaient l'habitude de ce mode de vie alternatif. Donc, quand on parle de village de l'insertion, voilà, l'idée est vraiment de parler d'insertion dans le sens noble du terme, sans parler d'insertion nécessairement par le logement ou par l'emploi. L'idée était vraiment d'abord de stabiliser les personnes et ensuite d'aller dans leur sens en termes de projet, même si ce projet-là n'est pas forcément d'avoir un appartement. Voilà, j'espère que j'ai bien Merci. répondu à votre question. Merci beaucoup. Je vais proposer à Madame Roth de l'association Alvitae de prendre la parole pour poser sa question. Je vois que la main était levée, donc je vous laisse. Voilà. A priori. Alors, est-ce que... Hop, Alors, est-ce que je vous ne vois- m'entendez? Oui, Est-ce que c'est là, tout vous bon. m'entendez? Ok. Super, Il y oui. avait un petit... Oui, c'était vraiment très, très intéressant ces 5 expériences. Merci beaucoup de les avoir mises comme ça à côté. Ça, voilà, ça donne plein d'idées. J'ai une petite question technique sur la toute première expérience sur la commission de recrutement par les personnes elles-mêmes. Juste sur la façon dont les membres de la commission sont choisis, est-ce que c'est un tirage au sort? Est-ce que c'est sur la base du volontariat? Est-ce que c'est une désignation par les pairs, par l'équipe, etc. Merci. Je vais donc laisser répondre Oui, la donc non, en PEDI fait, sur ce point. vous m'entendez? Oui. Très bien. C'est vraiment, oui, c'est vraiment sur la base du volontariat. On a vu les résidents en réunion d'équipe, on a expliqué le dispositif. Et en fait, on a laissé quelques jours en fait à chaque résident de réfléchir, à ceux qui avaient besoin de plus d'informations. Et on a fixé une réunion pour créer et démarrer en tout cas la commission. Et on a eu plein de volontaires. En tout cas, je sais que chez nous, sur les 19, la moitié s'est positionnée pour participer à créer la commission. Et après, on laisse libre cours, en fait, si des résidents testent et en fait, ça ne leur plaît pas, on leur laisse le choix de dire, bon, ben voilà, j'ai essayé, ça ne m'a pas plu, ou au contraire, de dire, ben, j'ai essayé, je veux continuer, voilà. On s'adapte vraiment à leurs demandes. Et c'est tout à fait pareil aux FAS, en fait. C'est pas quelque chose de figé, ça évolue voilà, de semaine en semaine. Et donc, les résidents apprécient cela aussi. Ils aiment passer leur tour, ils aiment revenir. Voilà. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viendraient se poser? Moi, je voulais éventuellement poser la question à David Lambert et Lucie Neveu sur comment on passe d'une organisation pyramidale. Enfin, qu'est-ce que ça produit de passer d'une organisation pyramidale à une organisation horizontale? Et ensuite, je donnerai la parole à Madame Fischer aussi. En fait, ça nécessite beaucoup d'efforts, ça c'est certain, et comment dire, de travailler sur chaque point en fait. Effectivement, c'est prendre part. Tout à l'heure, j'entendais dans le comité de pilotage, par exemple, c'est d'avoir sa place au sein du comité de pilotage. C'est dès le début, en fait, c'est d'être présent dès le début et de prendre part au projet dans chaque chose. C'est-à-dire, il faut ne pas hésiter à imposer des idées, à rentrer dans la prise de décision au degré le plus haut de la participation, c'est-à-dire la prise de décision, en fait. C'est de s'inscrire dans toutes les instances qui permettent effectivement de pouvoir décider. Et en fait, de rien lâcher, chaque point, d'être présent, d'être là, de l'information, d'être aussi, de maîtriser l'information, d'avoir l'information, c'est avoir une forme de pouvoir aussi. Donc, d'avoir l'information, de maîtriser aussi ce qu'on fait nous dans l'expertise, c'est-à-dire ce partage d'expérience par le biais du savoir expérientiel et du vécu, c'est quelque chose qu'on a nous, pour le coup, quand on le vit. Donc, c'est aussi ne pas hésiter à le poser auprès du savoir académique, donc sur chaque point comme ça, en fait. Et que pour le transversal se fasse dans quelque chose de pyramidal, il est important, il est même essentiel, enfin, pour l'avoir vécu dès le début,
qu'on soit soutenu en fait par des gens aussi qui défendent, qui sont dans cette organisation de pyramidale, mais qui défendent aussi cette forme de transversal et de participatif pour justement que l'intégration soit possible et de pas d'être tout de suite mis à l'écart directement, quoi. D'être soutenu et après de cohabiter effectivement, de cohabiter dans des schémas différents, quoi. Mais que chacun soit respecté dans ses pensées et dans ce qu'il défend, mais que tout puisse être en tout cas être réalisé, quoi, qu'on puisse réaliser quand même cette transversale dans cette forme pyramidale. Merci. C'est très clair. Je propose à Emmanuel Fischer de prendre la parole pour une question ou une remarque. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. En fait, moi, ma question concerne le projet de contrat social multipartite. Et en fait, je m'interrogeais sur la période d'identification des personnes à qui vont être proposés le contrat. Est-ce que c'est un appel à volontaire? Je suppose qu'il y a un ciblage qui est fait dans un premier temps par rapport à un type de public précis. Mais comment ça s'opère après? Est-ce que voilà, il y a un appel à volontaire? Est-ce que vous allez leur proposer en direct à un certain nombre de personnes de participer à ce contrat social, ou en tout cas à qui vous allez présenter le contrat social, libre à eux d'adhérer ou non après? Est-ce que c'était facile de les faire adhérer? Parce que je me dis que on est quand même sur une dynamique de groupe. Est-ce que c'est facile pour ces personnes-là voilà, d'évoquer les questions de bien-être, mal-être en groupe? Est-ce que ça a été facile pour eux? Voilà, donc c'est toute la phase d'engagement en fait du public qui m'interroge. Merci pour votre réponse. Oui, moi, je n'étais pas sur l'antériorité, mais en tout cas, ce que l'on souhaite faire, c'est d'aller communiquer donc dans les différents conseils locaux de santé mentale pour pouvoir présenter le projet et susciter justement l'adhésion sur le projet pour repérer les personnes. Ce sera de voir via quel partenaire on pourra les repérer, hein, par exemple les CCAS, travailleurs sociaux, vous voyez, pour des gens en précarité sociale notamment, et d'aller justement au devant de ces personnes. Alors, je ne sais pas si Alice Tran-de-Bouchony est encore là, responsable du service action territoriale qui a connu l'antériorité. Non, elle a dû se libérer. Mais en fait, l'idée, c'est ça, hein, c'est de pouvoir les repérer au travers voilà, via les différents partenaires vers qui nous allons aller pour présenter le projet et leur indiquer justement la nouvelle dynamique, parce que ce qui avait été ressorti aussi de l'évaluation de terrain qui a été réalisée par Athémis, hein, ce fameux laboratoire de recherche, c'était que on était resté sur, disons, une espèce d'entre-soi du groupe, hein, donc des échanges qui sont restés à l'échelle du groupe, et alors que la philosophie du CSM, c'est au contraire aller vers une implication justement des partenaires dans l'intégration sociale, dans la dynamique d'intégration sociale des personnes concernées. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est clair. Peut-être, je ne sais pas si c'est possible de répondre en quelques secondes afin qu'on puisse continuer ensuite, mais il y a une question de Madame Bétinger dans la conversation qui demande est-ce que c'est possible d'avoir des exemples d'actions souhaitées par les participants du groupe et conduites dans le cadre du projet? Alors, en fait, ce qui avait été de mes lectures, hein, puisqu'on est toujours sur de l'expérimentation, mais des lectures que j'ai pu en faire, puisque moi-même, je n'ai pas encore expérimenté la démarche.
Donc, la précédente coordinatrice qui a mené le projet était elle-même aussi animatrice. Hein, donc, aujourd'hui, on a une coordination départementale à plein temps hein, que j'assure pour pouvoir justement mettre vraiment en place un maillage, disons, constituer un maillage territorial partenarial, avoir construire de vrais partenariats locaux. Et donc, ce qui avait été fait déjà, c'était des actions comme de la relaxation, par exemple, oui, du yoga, des sorties culturelles. Il y a eu de belles réalisations aussi, hein, comme 2 groupes d'entraide mutuelle, qui en soi est un outil de réhabilitation psychosociale, hein, donc ça c'est formidable. Et puis, autre réalisation, un jardin participatif. Hein, justement, j'étais attentive à ce que vous évoquiez tout à l'heure, madame. Donc, un jardin participatif. Donc, le maire d'une commune a mis à disposition un jardin. Et là, on est vraiment dans de l'intégration sociale, en fait. Hein, un jardin à disposition de ces personnes concernées et l'a maintenu. Donc, c'est une belle réussite, quoi. Merci. Merci beaucoup. Je vais proposer, si vous avez d'autres questions, à les poser dans la conversation afin que les personnes puissent y répondre. Et je vais proposer à ma collègue Émilie Ferriel de reprendre la parole pour présenter justement les résultats que nous avons intégrés dans notre analyse transversale. Donc, à partir de toutes ces fiches de capitalisation, nous avons tiré des enseignements pratiques qui nous permettent voilà, aujourd'hui de présenter ces quelques résultats. Émilie, je te laisse la parole. Merci Julia. Donc dans cette analyse transversale, on a plus particulièrement dégagé 4 ensembles de résultats qu'on va vous présenter avec Julien. Le premier d'entre eux, il concerne le cadrage institutionnel et politique de la participation, avec tout d'abord l'importance de définir le périmètre de la participation. Donc les projets qu'on a étudiés, ils ont souvent pris soin de définir ce périmètre, parfois en lien avec le niveau national, donc en lien avec les textes existants sur les politiques de soutien à la participation. Aussi pour certains en participant à des groupes nationaux d'échange qui ont permis de nourrir leur démarche, mais surtout ce sont des projets qui ont fixé les contours de la participation en amont de leur mise en œuvre, donc en définissant les objectifs de la participation, qui participe, pourquoi et comment. Donc ça, c'est une recommandation qui émane un peu de la littérature, de réaliser ce cadrage-là. Il faut savoir qu'il y a aussi des outils un peu formalisés qui existent et qui peuvent être utilisés par les porteurs pour ce faire, et que c'est une étape qui peut être dans laquelle on peut directement intégrer les participants et qu'on peut réaliser avec les participants. Donc, ce qui nous a été remonté ici, c'était vraiment l'intérêt dès le départ de fixer avec les participants jusqu'où ces derniers vont pouvoir participer et où s'arrêtera aussi leur pouvoir de décision, parce que les projets sont aussi soumis à certaines contraintes, et ce qui permet aussi d'éviter certaines désillusions des publics. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît comme une étape assez essentielle. Un deuxième point qui est important, c'est de pouvoir bénéficier d'une politique d'établissement qui soit favorable à la participation. Donc dans certains projets, on a l'existence un peu d'une culture de la participation au sein de la structure sur laquelle s'est basée finalement la mise en place du projet. Dans d'autres cas, on est plus sur des initiatives à l'intérieur de la structure où il a fallu un peu sensibiliser les supérieurs à la démarche. Et donc, ce soutien-là, il est essentiel à la mise en œuvre de cette démarche et aussi à sa pérennisation. Et c'est un point qui nous semble être intéressant aussi comme piste d'action du point de vue des décideurs, que d'agir à ce niveau-là des directions pour pouvoir soutenir des actions d'acculturation ou de formation, par exemple, à la démarche participative. Ensuite, un autre élément important
notamment, alors, ce qui peut paraître un peu trivial, mais bon, c'est la question des financements qui, pour certains projets, est même crucial parce qu'on est dans des démarches aussi un peu expérimentales, donc qui reposent sur des financements non pérennes par appel à projet, donc financement d'expérimentation. Et donc, on avait beaucoup de projets qui étaient dans des moments critiques de pérennisation au moment de la réalisation des entretiens. Ce qui nous semble intéressant à dire ici, c'est que la démarche participative, si on veut qu'elle soit mise en place selon certains critères, eh bien, elle a un coût, naturellement, et que ce coût, il dépend de dimensions qui sont peut-être un peu invisibilisées quand on parle de participation, notamment des dimensions matérielles et logistiques de la participation que Julien va ensuite vous décrire, et ce qui souligne pour nous l'importance voilà, donc déjà de pouvoir avoir un financement qui soutienne la mise en place de ce type d'initiative, mais aussi de pouvoir bien estimer et intégrer ces coûts dans le budget des projets en amont de leur mise en œuvre. Ensuite, on retrouve, ça a été aussi évoqué dans les présentations, on retrouve la volonté dans ces projets d'intégrer la participation le plus possible aux différentes étapes du projet et aux différentes étapes de la méthodologie de projet. Ça, c'est aussi une recommandation, ça se croise avec la littérature, c'est une recommandation de la littérature, donc de la conception du projet jusqu'à son évaluation. Mais c'est quelque chose qui est parfois aussi difficile à mettre en œuvre concrètement sur le terrain, ce qui peut s'expliquer par des limites de moyens, mais aussi par la spécificité des publics, notamment des publics qui va être difficile, on l'a un peu évoqué aussi, qui va être difficile à mobiliser à certaines étapes des projets. Et donc là, l'idée aussi, ce qui ressort, c'est de pouvoir déterminer des moments clés, des étapes clés ou des instances clés dans le projet où la participation va vraiment avoir du sens plutôt que de s'obliger à respecter un niveau de participation à toutes les étapes du projet si ce n'est pas possible. Un deuxième ensemble de résultats, il concerne l'adaptation de la participation à l'environnement du projet, avec ici quelque chose d'assez fort qui ressort aussi de façon transversale et qui est souvent un peu revendiqué par les porteurs, qui est une forme de droit de souplesse dans les projets, et l'idée qu'il ne faut pas trop formaliser et standardiser la démarche participative, parce que c'est une démarche qui contient nécessairement un caractère d'imprévisibilité. On ne peut pas vraiment planifier la participation, puisque par essence, il va s'agir de s'adapter aux attentes, aux besoins, aux demandes qui vont être formulées par les personnes. Ce qui est d'autant plus vrai quand on a parfois des publics qui sont peut-être un peu réticents au début à intégrer la démarche, ou des publics qui ont peu de ressources culturelles et sociales pour l'intégrer directement et pleinement, ce qui va demander aux professionnels de susciter un intérêt progressif pour la démarche ou de réajuster le projet au fur et à mesure de son avancement. Ce qui sous-entend aussi, ce qui est ressorti beaucoup, de ne pas rendre la participation obligatoire et de ne pas l'imposer. Et ça aussi, c'est des choses qu'on retrouve dans la littérature. Et également de lever certaines contraintes institutionnelles qui peuvent être imposées par la politique publique. Et donc, on l'a vu aussi dans certains projets. Par exemple, ça peut être des objectifs quantitatifs imposés en termes de sortie de dispositifs. Qui vont réduire les temporalités, qui vont finalement constituer un frein à la démarche participative. Donc ça implique aussi, si on se place du point de vue des décideurs, d'accepter, d'autoriser les porteurs des démarches participatives à expérimenter des différentes stratégies, différentes activités, et de pouvoir ajuster en fait le projet en fonction des résultats obtenus à mesure de son avancement. L'adaptation à l'environnement, elle se manifeste aussi dans le partenariat. Alors, on voit que le partenariat et la coordination partenariale, ils jouent un rôle important. On a pu l'évoquer, donc notamment en termes de mobilisation des publics. Ce qu'on peut noter ici, et là, ça a été dit à certaines reprises, c'est la volonté aussi dans cette démarche-là de dépasser le seul périmètre du projet et d'aller vers l'environnement local, de s'inscrire parfois dans des actions citoyennes plus larges, et avec cette peur d'un repli autour du projet
projet, autour du groupe. Voilà, et le partenariat est un vecteur important. Et ce qui a été évoqué, donc ce qu'on ne retrouve pas forcément de façon concrète dans tous les projets, mais ce qui est en tout cas évoqué aussi comme piste, c'est que les dispositifs d'exercice coordonnés comme les CLS, les CLSM ou les PTSM peuvent être des leviers intéressants déjà pour diffuser la démarche au niveau territorial, mais le projet peut aussi permettre d'alimenter ces dispositifs parce que ces projets peuvent permettre de faire remonter la parole des habitants vers ces dispositifs. D'où l'intérêt aussi que les porteurs puissent être accompagnés dans l'identification et l'articulation de leur démarche avec les dispositifs coordonnés du territoire. Un troisième ensemble de résultats, il concerne les compétences des professionnels et des publics. Donc ça aussi, c'est assez transversal à l'ensemble des projets, avec un rôle primordial accordé à la posture des professionnels. Donc, dans tous les projets, on a la recherche le plus possible d'une horizontalité des rapports entre professionnels et participants, ce qu'on a pu voir aussi. Donc de favoriser des modes de relation plus symétriques qui peuvent parfois entrer en rupture avec les modes de fonctionnement préexistants. Donc ça implique aussi un changement de représentation dans les représentations des professionnels vis-à-vis des publics. C'est aussi des changements de représentation des publics vis-à-vis des professionnels ou parfois vis-à-vis des élus locaux qui peuvent aussi participer à ces projets. Et là, on voit aussi que dans certains projets que la formation peut accompagner les professionnels, donc avec la mise en place de formations spécifiques à la démarche participative. Mais au-delà de ces formations-là, on trouve souvent des expériences assez fortes en animation de groupe, hein, quand on est sur le cas de groupe, qui vont permettre de favoriser cette démarche participative-là. On a aussi un enjeu au niveau des compétences des participants, avec l'importance de l'accessibilité socioculturelle des publics aux dispositifs participatifs. Parce qu'on le sait, hein, ce que j'expliquais en début de webinaire, que c'est souvent les catégories sociales les plus favorisées qui ont le plus facilement accès à ces dispositifs-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir doter les personnes des ressources nécessaires pour pouvoir participer. Donc c'est par exemple leur permettre de partager un langage commun et accessible, ou de pouvoir avoir une vraie prise de parole au même titre que les autres parties prenantes du projet. Donc ça, et c'est aussi souligné par la littérature, ça nécessite un accompagnement des personnes en amont des projets, ce qui peut passer par des formations. Donc on a des projets qui ont mis en place des formations des participants, donc qui vont être sur des aspects un peu techniques des projets, mais aussi sur la dimension plus participative, ce qui permet aussi de légitimer leur intervention. Et ça peut aussi passer par un apprentissage un peu plus formel tout au long du projet. Ensuite, comme Émilie vous l'indiquait un petit peu plus tôt, on a essayé aussi de rendre compte dans notre travail de capitalisation et de synthèse, pour cette analyse transversale, des éléments, des formes organisationnelles aussi de la participation, pour dire que la participation est souvent présentée avec de la théorie, avec des éléments théoriques, ce qui est extrêmement important pour comprendre ce qui se passe quand il y a de la participation, mais on voulait aussi ramener un peu des objets, des outils, du concret et du matériel dans cette analyse et dans cette compréhension. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé davantage aussi à ce qu'on a appelé la logistique de la participation, c'est-à-dire en étant attentif un petit peu à cette dimension des outils, des objets, de ces éléments qu'on peut avoir tendance à appeler du non-humain. Donc, dans la participation, on s'est aperçu de l'existence d'éléments de cadrage formels, c'est-à-dire que c'est quelque chose aussi à prendre en compte, d'utiliser des notes d'orientation des structures, des guides de bonne pratique, des chartes, parfois ce sont des lois aussi qui sont utilisées
pour servir un discours, pour servir un propos. Et tout ça, ça a une fonction, une utilité dans les démarches participatives qu'on a pu étudier. Donc des fois, ça va être tout simple, mais ça va être écrire avec les personnes une charte qui va permettre aussi de cadrer à la fois les choses, mais qui est un outil très concret, en fait, sur lesquels repose la participation. Également, ça peut concerner l'accès au lieu. En tout cas, c'est aussi faire de la participation, c'est aussi penser l'accès au lieu de la participation, c'est-à-dire à comment finalement on fait venir ceux qui ne peuvent pas, par exemple, se déplacer, ceux qui ne sont pas au courant mais qui pourtant sont ciblés, ou alors simplement, ça paraît être une évidence quand c'est dit comme ça, mais parfois certains projets oublient ces éléments qui sont pourtant extrêmement simples, c'est est-ce qu'on a un nombre de salles adaptées ou est-ce qu'on a des lieux adaptés pour accueillir le nombre de personnes que l'on espère faire participer. C'est-à-dire que quand vous êtes une structure et que vous n'avez pas de salle de réunion, que vous voulez faire un groupe de 40 personnes qui va participer, comment vous faites? Comment vous vous y prenez? Donc c'est important aussi d'avoir ces éléments en tête au démarrage des projets, ou en tout cas le plus tôt possible, ces éléments très matériels de la participation. Mais c'est aussi l'accessibilité territoriale des lieux de la participation et également l'accessibilité en termes d'horaire. Et enfin, un autre élément qui est ressorti dans les différents projets que nous avons capitalisés, c'est l'importance de la convivialité au moment des temps de la participation, c'est-à-dire que la convivialité, c'est quelque chose qui se cultive, qui se construit, qui se fabrique concrètement aussi pour que la parole soit bien accueillie, pour se sentir bien, pour se sentir respecté, se sentir considéré, être reconnu dans sa propre dignité et dans son humanité. Et donc ça aussi, c'est des éléments parfois très matériels dans la façon dont on accueille les personnes en les considérant. Alors ça peut aller de l'organisation de l'espace dans lequel vous accueillez des personnes, avoir une vraie table, avoir des vraies chaises pour que les personnes puissent s'asseoir et puis les accueillir avec du café, des gâteaux. C'est des petites choses qui peuvent paraître insignifiantes parfois, mais en fait qui disent beaucoup sur la façon dont on va considérer les personnes. Les fiches de capitalisation aussi témoignent de l'importance de favoriser aussi l'engagement des professionnels, notamment à travers la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire par exemple la gestion du temps de travail, la gestion des agendas, c'est-à-dire qu'il y ait dans le contrat de travail des personnes soit dédié un temps précis, ou en tout cas que ce soit formalisé quelque part, que un professionnel doit être engagé sur cette démarche participative, parce que parfois, ça devient une sorte de variable d'ajustement, et on s'aperçoit de projets, alors pas dans les projets qu'on a capitalisés, c'est heureux, mais qu'en tout cas, c'est des choses qui sont garanties dans les contrats dans bien des cas, sinon des fois, ça passe un petit peu à l'as quand il y a une activité qui augmente, et donc ça devient particulièrement compliqué. Également, on s'est aperçu de l'importance de la reconnaissance pour favoriser la participation, c'est-à-dire à la fois une reconnaissance financière dans certains cas, peu de cas, mais c'est important aussi de reconnaître le travail effectué par les personnes, c'est-à-dire que c'est un vrai travail, au sens même presque dans certains cas d'un véritable emploi, et également qu'il y avait une reconnaissance symbolique qui était à la fois attendue par les personnes qui participaient, mais aussi il y avait des différents éléments pour accompagner, aider cette reconnaissance symbolique, ce sentiment également d'utilité sociale. Et enfin, autre point sur la forme organisationnelle qui va être liée avec les autres éléments qu'on a identifiés, c'est l'intérêt aussi de faire participer un petit nombre de personnes. La plupart des projets que nous avons capitalisés, en réalité, font participer un petit nombre de personnes, ce qui permet en fait de garantir, en tout cas semble-t-il, une participation, un niveau relativement fort de participation, ce qui peut être aidant et ce qui permet aussi une meilleure gestion du flux, ou en tout cas une meilleure gestion des ressources humaines de la participation. Enfin, et presque pour conclure cette présentation et ce webinaire, quelques effets aussi au-delà des logiques, des leviers de la participation, c'est quels sont les effets observés soit par les personnes qui ont participé aux entretiens de capitalisation, donc c'est les effets dont les porteurs ont fait part, soit les effets aussi qui sont ressortis des évaluations quand elles ont eu lieu ou quand elles étaient disponibles, dont nous nous sommes servis pour nourrir aussi nos fiches de capitalisation et notre analyse transversale. Et ce sont des éléments, ces effets de la participation, ce sont des éléments
qui vont au-delà aussi de ce qui est écrit notamment dans la littérature au sujet de la participation. Par exemple, ce qu'on évoquait un peu plus tôt avec Émilie, c'est-à-dire la capacité de la participation, dans certains cas, à réduire les inégalités sociales de santé. C'est-à-dire que ça contribue à cette réduction. Parmi les effets de la participation, on a le renforcement, notamment pour les participants, on a le renforcement du sentiment de bien-être, également un sentiment d'amélioration de l'estime de soi et du sentiment d'utilité sociale, notamment pour les publics les plus précaires ou les plus vulnérables, le développement du sentiment de chez-soi dans les institutions qui ont mis en place des démarches participatives, et également le renforcement du sentiment de légitimité. Ça a été évoqué tout à l'heure par certains d'entre vous. Il y a eu aussi des effets, donc ça c'était plutôt des effets individuels. Ensuite, des effets pour le collectif, c'est-à-dire avec le renforcement du sentiment d'appartenance au groupe, le renforcement du lien social, ça a été plutôt bien identifié par certains de vos projets, par certains projets des porteurs qui ont été présentés tout à l'heure, et également la reconnaissance de la spécificité des participants par rapport à d'autres personnes dans les structures notamment, c'est-à-dire que les participants sont reconnus pour leur rôle de participants et ont une forme d'importance parfois qui leur est reconnue plus que d'autres. Également, on a le renforcement du souhait de s'impliquer et de participer. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure, c'est ce que disait une porteuse tout à l'heure, c'est le côté à la fois performatif de la participation, mais aussi le côté cercle vertueux aussi, c'est que ça renforce le souhait de s'impliquer, mais aussi des autres personnes, des structures. C'est-à-dire que des fois, vous avez des gens qui sont un peu timides au départ, et puis progressivement s'enclenche une démarche assez enrichissante. Enfin, on a des effets de la participation pour les structures, avec un effet d'entraînement pour les professionnels aussi, à la fois ça permet de redonner, parfois c'est les professionnels qui ont pu nous dire que ça redonnait du sens à leur métier, ça contribue à produire une culture commune, ça participe également dans les structures à fournir des éléments de plaidoyer pour la participation, c'est-à-dire que ça permet, peut-être un peu comme l'expliquait David Lambert tout à l'heure, ça permet aussi d'enfoncer des coins pour transformer, pour engager presque des rapports de force avec les organisations internes, et puis transformer aussi les choses en faveur de la participation. Et ça participe également à transformer les pratiques professionnelles sur le long terme, en tout cas sur le moyen terme, comme ça a été dit, et on l'espère, et je pense que la littérature va aussi dans ce sens de renforcer sur le long terme ou transformer les pratiques professionnelles. Comme on est à court de temps, je vais peut-être vous proposer quelques éléments aussi un peu de perspective pour conclure avant de vous remercier. Tout d'abord, donc vous indiquer que, comme l'expliquait Émilie Ferriel, toutes ces fiches de capitalisation, elles vont être publiées avec bien sûr l'accord des porteurs sur notre site internet et sur le portail CAPS. Tout comme l'analyse transversale dont Émilie et moi avons présenté dans les grandes lignes les résultats. Ensuite, et comme ça a été évoqué, les éléments qui ont été présentés aujourd'hui vont nourrir cette analyse transversale qui va s'articuler à des recommandations pratiques, c'est-à-dire qu'on va construire une sorte de boîte à outils, ou en tout cas on essaie de construire une sorte de boîte à outils destinée à la fois aux acteurs de terrain, donc aux porteurs potentiels, à vous qui participez à ce temps de présentation, mais aussi aux décideurs et aux financeurs afin d'engager une culture de la participation dans tous les domaines de la santé publique et de la promotion de la santé. Par ailleurs, ce travail va nourrir l'expertise de promotion santé Grand Est, l'expertise des professionnels à la fois que vous avez entendu ici et qui sont aussi présents à l'occasion de ce webinaire. Donc, ça va nous permettre d'enrichir notre travail et notamment d'exploiter les résultats qu'on a ressortis de ces fiches de capitalisation et de cette analyse transversale, de les exploiter sous différentes formes, et notamment par les différentes composantes ou les différents axes que Marie Persiani, notre directrice, vous a présentés tout à l'heure, à la fois dans nos appuis aux acteurs, qui pourront faire appel à nous pour les accompagner dans des démarches participatives, mais aussi dans nos appuis aux politiques, c'est-à-dire dans le travail que nous accomplissons dans la construction des politiques publiques locales, mais également nourrir notre travail de formation
en mobilisant ce savoir dans les formations telles que celles que nous proposons sur la méthodologie de projet ou bien sur la participation. Et ça pourra aussi permettre d'accroître ou de nourrir nos chargés en documentation qui pourront articuler ce travail avec des outils qui sont adaptés, qui permettront d'accompagner ou d'animer les démarches de participation. Donc, voici pour les perspectives. Je vous remercie énormément. Je remercie l'ARS Grand Est pour le financement qu'ils nous ont permis et pour nous avoir permis de réaliser ce travail de capitalisation. Je remercie les 5 porteurs de projets et les 8 personnes présentes voilà, qui nous ont accordé du temps, parce que ça a représenté quand même près de 2 jours de travail qu'on avait estimé en temps pour eux, à la fois de prendre du temps pour nous répondre, pour nous aider à co-construire cette fiche de capitalisation. Et bien sûr, voilà, je remercie aussi Timothée pardon, et la Société française de santé publique pour la présentation du travail de capitalisation. Je reste et nous restons disponibles pour échanger avec vous sur vos projets, voilà, on aura à cœur aussi de suivre les projets participatifs en Grand Est et on reste évidemment disponible pour répondre à vos questions et vos interpellations dans les jours, mois et années à venir, ma foi, en nous souhaitant une longue vie. Merci beaucoup pour cet échange. Merci.